Salut à tous et à toutes, c'est l'heure de l'information sans frontières sur Swag Radio avec Carlich Dorelas, depuis le studio de Swag dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Joyeux mercredi, Swag Radio on air avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio. Alexa open Swag Radio. Écoutez Swag Radio sur swagradio.net. Tout de suite, voici les infos. Au moins 17 personnes et 44 blessés à Kiev et sa région après une nouvelle attaque russe d'ampleur. La Russie a lancé près de 115 drones et 28 missiles contre Kiev et sa région la nuit de mardi à mercredi, touchant des immeubles résidentiels et des infrastructures logistiques. Reportage Euronews dans ce grand journal. La Russie a mené une attaque d'ampleur sur Kiev et sa région dans la nuit de mardi à mercredi, tirant près de 115 drones et 28 missiles. Plusieurs immeubles résidentiels et infrastructures logistiques ont été touchés, faisant au moins 17 morts et 44 blessés, selon Volodymyr Zelensky. De nombreux incendies se sont déclarés et les pompiers sont à pied d'œuvre pour tenter de maîtriser les flammes. Les autorités qui font état d'une détérioration temporaire de la qualité de l'air recommandent aux habitants de garder leurs fenêtres fermées et de rester autant que possible à leur domicile. Dans le même temps, les forces ukrainiennes ont mené d'importantes frappes en Russie. Moscou affirme avoir détruit 107 drones russes au-dessus de la seule région de Toula, où la chute de débris a provoqué des incendies sur des installations appartenant au géant de commerce en ligne Wildberries. Face à l'intensification des bombardements aériens, Volodymyr Zelensky a rencontré Donald Trump la semaine dernière afin de convaincre Washington d'accorder à l'Ukraine des licences lui permettant de produire des systèmes de défense anti-aérienne patriotes sur son territoire. Les États-Unis organisent actuellement leur dernière primaire en vue des élections de mi-mandat de novembre. Les républicains détiennent une majorité fragile et les démocrates espèrent changer cela. Reportage CGTN News dans ce grand journal. Actuellement, chaque vote à la Chambre des représentants américaine est serré. Les républicains détiennent 218 sièges, les démocrates 212. Tous les sièges de la Chambre sont à pourvoir lors des élections de novembre. Les démocrates sont en tête dans les sondages et estiment qu'un changement de majorité est à leur portée lors de ces élections de mi-mandat. En apparence, les démocrates mettent l'accent sur le pouvoir d'achat, imputant la hausse des prix aux droits de douane de Trump et à la guerre contre l'Iran. Mais au sein du parti, une bataille oppose les démocrates centristes à l'aile socialiste. Fort du succès de Zohran Mamdani à la mairie de New York, les candidats progressistes qu'il a soutenus ont remporté haut la main les primaires new-yorkaises, capitalisant sur le mécontentement au sein du Parti démocrate. Je pense qu'en général, quand on regarde la situation du pays ou l'administration actuelle, etc., les gens se rendent compte, sans vouloir manquer de respect aux démocrates, qui n'ont pas vraiment fait assez pour nous protéger et défendre les causes qui sont censées leur tenir à cœur. Les républicains et le président américain Trump ont saisi l'occasion offerte par le succès des candidats d'extrême gauche pour qualifier les socialistes démocrates de dangereux. Ce sont des gens qui veulent détruire notre pays. Ils détestent notre pays, ils détestent notre peuple. Ils détestent le Parti démocrate. Le Parti démocrate est dans une situation très délicate, car cela ne s'arrête pas à New York. Ça se propage partout. C'est trop facile de se faire élire en distribuant tout à tout le monde. C'est trop facile de se faire élire. Le président Trump s'est quant à lui employé à faire en sorte que ses candidats préférés représentent les républicains en novembre. Anthony Constantino en est un exemple, un novice en politique qui a attiré l'attention de Trump parce qu'il souhaitait ériger une statue de ce dernier dans le nord de l'État de New York. Je ne savais même pas s'il allait accepter la statue. Nous ne nous connaissions pas encore vraiment. Mais j'ai pensé que ce serait une bonne idée, car j'ai dit que cette statue créerait un lien entre le nord de l'État de New York et le président. Trump continue également de répandre, sans aucune preuve, ces allégations de longue date selon lesquelles les élections américaines seraient entachées d'irrégularités, appelant à des enquêtes sur les listes électorales et les machines à voter, en particulier dans les États où il a perdu en 2020, comme la Géorgie. La seule chose qu'ils vont découvrir dans ces bulletins de vote, c'est que le président Donald Trump a perdu l'élection présidentielle de 2020. C'est la seule chose que ces bulletins vont révéler. Il a perdu environ 240 000 voix dans le comté de Fulton.
Les deux partis ont manipulé de manière agressive les limites des circonscriptions électorales afin de favoriser leur camp dans les États où ils détiennent le contrôle. Et les républicains souhaitent imposer des restrictions au vote par correspondance et aux campagnes d'inscription sur les listes électorales. Les deux partis savent plus que jamais que chaque voix comptera en novembre et que quelques centaines de voix seulement dans des circonscriptions clés pourraient modifier l'équilibre des forces au Capitole. Nous restons toujours aux États-Unis. Parlons toujours d'élections. Les électeurs démocrates du Michigan ont voté mardi pour désigner leur candidat aux élections américaines de mi-mandat de novembre, avec l'attention tournée vers une primaire très disputée pour un siège au Sénat, miroir des divisions actuelles de la gauche américaine. Les précisions de Sarah Anderson, correspondante de France 24 aux États-Unis, dans ce grand journal. Il faut savoir que le Michigan possède l'une des communautés arabes les plus importantes des États-Unis et depuis la guerre à Gaza, ces électeurs sont fortement mobilisés contre le soutien des États-Unis à l'État d'Israël. Ensuite, à travers cette élection, ce sont deux visions qui s'opposent puisque d'un côté, on a donc Hailey Stevens qui incarne l'establishment, elle est soutenue par la direction du Parti démocrate et puis de l'autre, on a donc Abdou El-Sayed, candidat de l'aile progressiste soutenu par Bernie Sanders et ce médecin de formation prône une rupture avec la ligne traditionnelle du Parti démocrate vis-à-vis d'Israël. Et puis un autre facteur majeur dans cette élection a été le rôle de l'AIPAC, le puissant lobby pro-israélien. L'organisation et ses alliés ont d'ailleurs donné des millions de dollars à la campagne de Hailey Stevens. Et pour les progressistes, cette intervention est devenue un symbole de l'influence de ces lobbies dans les primaires démocrates. Et Sarah, au-delà du Michigan, cette élection passionne. Pourquoi elle suscite l'intérêt au niveau national ? En effet, alors cette primaire, elle sert, c'est un essai, on va dire, pour le Parti démocrate, car si Abdou El-Sayed l'emporte en défendant donc une ligne plus critique envers Israël, alors cela pourrait être considéré comme le signe que la base démocrate souhaite un changement de cap sur cette question. À l'inverse, une victoire de Hailey Stevens conforterait donc la ligne plus traditionnelle du Parti démocrate. Cette primaire, elle est donc en fait le reflet des divisions qui traversent aujourd'hui ce parti et ce duel permettra de mesurer quel est le rapport de force entre ces deux visions et quelle approche pourrait donc éventuellement offrir au Parti démocrate une victoire pour remporter la majorité au Sénat et peut-être la course à la Maison-Blanche en 2028. Parlons de la guerre en Ukraine. Michel Fayad, politologue spécialiste du Moyen-Orient, fait le point sur les négociations entre Iran et États-Unis autour du détroit d'Ormuz. Le régime iranien souhaiterait une sorte de pillage pour les pays franchissant le détroit. Cela s'apparenterait à une victoire iranienne dans le conflit, ce que refuse le gouvernement Trump. L'Iran veut un paiement d'honoraires pour le détroit d'Ormuz. Quand on a des détails sur CNews dans ce grand journal. En fait, il y a deux accords qui sont en train d'être négociés en ce moment. Il y a un accord sur la réouverture du détroit d'Ormuz. C'est un accord qui est en train d'être négocié entre les Oman et l'Iran. Et un autre accord qui est en train d'être négocié sur le nucléaire, donc entre Iraniens et Américains, avec le Pakistan et le Qatar comme intermédiaires entre les deux, comme médiateurs, si vous voulez. Et sur la question du détroit d'Ormuz en lui-même, l'accord qui est envisagé, c'est un accord qui serait de 60 jours renouvelable. C'est ça. Et dans lequel, en réalité... Pour organiser le passage dans le détroit. Oui, et le passage, l'accord consisterait à ce que les bateaux qui souhaitent rentrer dans le golfe Persique soient validés et acceptés par les Iraniens et qu'ils passent près de la côte iranienne, tandis que les bateaux qui veulent sortir du détroit d'Ormuz, donc sortir du golfe Persique, passent par la côte omanaise. Et que Oman, avant de donner son accord à chaque bateau, notifie les Iraniens. Les Iraniens souhaitent qu'il y ait un paiement d'honoraires. Ils appellent ça transit fees, mais finalement, dans l'accord, ça s'appellerait service fees. Mais pour le moment, les Américains... Exactement, mais pour le moment, les Américains font une pression monstre pour qu'il n'y ait pas de paiement, pour le moment en tout cas. Et parce qu'un paiement pour le détroit d'Ormuz, ça signifierait une victoire iranienne. Les nouveaux droits de douane formulés par le président américain Donald Trump font l'objet d'une nouvelle contestation judiciaire, cette fois-ci de la part d'une coalition de 25 États américains.
Ceci affirme qu'il a outrepassé ses pouvoirs légaux en imposant de nouveaux droits de douane de grande envergure à des dizaines de partenaires commerciaux qui représentent ensemble 99% des importations américaines. Récit CGTN News dans ce grand journal. Le mois dernier, les États-Unis ont annoncé une nouvelle série de droits de douane visant 60 économies. La quasi-totalité des importations entrant sur le territoire américain sont désormais soumises à des droits de 10% ou 12,5%. Aujourd'hui, 25 États américains poursuivent l'administration Trump en justice, affirmant que ces nouveaux droits de douane sont illégaux. L'administration invoque une justification différente, désormais fondée sur les règles du travail à l'étranger. Mais les États soutiennent que ces nouveaux droits de douane constituent une tentative de rétablir ce qui avait été invalidé par la Cour suprême des États-Unis en février. Ces nouveaux droits de douane sont entrés en vigueur juste au moment où une précédente série de droits de douane temporaires arrivait à expiration. Plusieurs petites entreprises ont également engagé des poursuites. La Maison-Blanche a répondu à cette action en justice en affirmant qu'elle disposait de l'autorité légale pour mettre en œuvre ces nouveaux droits de douane à l'importation. Et Donald Trump reste déterminé à maintenir ces nouveaux droits de douane généraux ainsi que d'autres droits plus élevés justifiés par d'autres motifs, en affirmant qu'ils stimulent les investissements aux États-Unis et dynamisent l'économie. Ils viennent du monde entier. Ils construisent des usines automobiles ici, car sinon, ils devraient payer des droits de douane. Ces droits de douane ont fait la richesse et le succès de notre pays. Mais selon les estimations du Yale Budget Lab, les droits de douane américains coûtent environ $1 100 par an à un ménage américain moyen. Les partenaires commerciaux des États-Unis ont vivement critiqué ces nouveaux droits de douane. Cette imposition de droits de douane plus élevés à l'encontre de l'Australie est totalement injustifiée. Et nous continuerons à faire pression sur le représentant américain au commerce pour qu'il supprime tous les droits de douane sur les produits australiens. Selon certains analystes, l'administration devrait continuer à faire pression en faveur des droits de douane, même si les négociations se poursuivent sur de nombreux accords commerciaux. Pour préserver le levier de pression et l'incitation qui poussent les pays à continuer de respecter les accords qu'ils ont conclus, et peut-être à négocier avec d'autres parties, et à conclure davantage d'accords à l'avenir. Nous constatons donc cette cohérence, même si les droits de douane fluctuent et que les autorités compétentes changent entre l'année dernière et cette année. La plainte a été déposée auprès du tribunal américain du commerce international. Les États souhaitent que ces nouveaux droits de douane soient déclarés illégaux et que les sommes perçues soient restituées aux importateurs. Nous ignorons encore quand le tribunal examinera cette affaire. Nous irons en Israël. Israël est situé sur la faille syro-africaine, l'une des principales zones sismiques de la région. Les experts alertent depuis plusieurs années sur le risque d'un séisme majeur. Le pays est-il réellement prêt à faire face à une telle catastrophe? Écoutons les détails sur I24 News dans ce grand journal. Il y a un danger en Israël de tremblement de terre. Les risques sont surtout de la zone de la mer Morte. C'est cette fissure syro-africaine qui est la frontière est d'Israël avec la Jordanie, essentiellement. Et c'est en fait cette plaque qui nous fait le plus peur. Ce qui s'est passé hier soir, c'est un tremblement de terre différent à l'ouest, dans la zone de Suez. Et donc, c'est une zone qui, généralement, est assez calme, justement. Et je pense que ces derniers événements de cette taille, c'était dans les années 81 environ. Et en effet, ce n'est pas une zone vraiment sismique. Mais cette fois-ci, ça s'est passé 5,2 sur l'échelle de Richter, à quelques centaines de kilomètres d'Israël. Donc, on a parlé de 5,7. Non, c'était 5,2. C'est déjà le chiffre exact. Et c'est un séisme qu'on a ressenti en Israël. Il était assez fort pour être ressenti, pas suffisamment fort pour créer des dommages. Et si ça avait été 5,7, 5,8, alors là, ça aurait peut-être créé plus de dommages et aurait mis en route probablement les alertes. Système qu'on a mis en place dans notre institut géologique qui est en rapport avec la protection civile, les sirènes, l'application,
de la défense civile, etc. Donc si ça avait été un séisme plus important, ça aurait mis cela en route, mais comme on n'était qu'à 5,2, eh bien ça n'a pas déclenché l'alerte. Et donc effectivement, il y a les préalertes, et la deuxième chose, c'est renforcer les bâtiments. C'est ça qui fera toute la différence s'il y a un gros tremblement de terre de plus de 6. C'est ce qui arrive environ une fois par siècle dans notre région. Ce qui sera utile, c'est le renforcement des infrastructures et des bâtiments, parce que c'est là le premier dommage dans les tremblements de terre. La préalerte, c'est bien joli, mais le plus important, ça ne suffit pas, si vous voulez, ça ne suffit pas pour permettre la résistance dans ce genre de situation de grand séisme. Effectivement, donc c'est du sérieux déjà, 5,2, vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut mesurer les probabilités d'un séisme majeur dans la région et dans quel délai, d'ailleurs, notamment pour Israël ? Alors, les probabilités en Israël statistiques, on parle de séisme de magnitude 6 à peu près une fois par siècle, environ. Ça peut être plus d'un siècle, ça peut être 150 ou 200 ans, mais la moyenne, c'est un siècle. Le dernier séisme en 1927 dans le nord de la mer Morte, de 6 points sur l'échelle de Richter, et il y a eu plus de 300 morts en Israël et en Jordanie. Et nous sommes exactement ou presque un siècle après, et pour l'instant, on n'a pas eu d'autres séismes à 6. C'est pas une question de si, c'est une question de quand. Et donc, lorsque ça arrivera, et je dirais encore quelque chose, il y a aussi des séismes à 7 tous les 1000 ans. Bref, nous attendons un grand séisme qui arrivera à l'avenir, et nous devons être prêts le plus possible. Et il y a encore beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous préparer à ceci. Ouais, effectivement. Retour en Ukraine, il se préparait à sortir son étal lorsqu'il a vu surgir un drone FPV. Le témoignage d'un vendeur de primeurs qui a survécu mardi à Kherson, dans le sud de l'Ukraine, à l'explosion de l'engin harceleur piloté à distance. Les autorités dénoncent un safari humain. Ton reportage signé TV5 Monde dans ce grand journal. Cet homme qui court est poursuivi par un drone qui détonne sa charge explosive et finit par s'écraser. La scène a tout d'une chasse à l'homme. Image de la police de Kherson dans le sud de l'Ukraine, authentifiée par l'agence Reuters. Terrifiant, raconte la victime, qui se présente comme un vendeur de légumes. Le drone nous tournait autour avec ma femme. J'ai fait des signes pour montrer que c'était des légumes dans notre camion. Je n'avais rien à cacher. Mais il avançait vers moi. Ma femme s'est enfuie en criant « Yuri, cours !» Mais où aurais-je pu aller, vu qu'il n'y a nulle part où aller? C'est de la steppe tout autour. Des blessures par éclat, un tympan affecté et une commotion cérébrale, ajoute ce chirurgien. Heureusement, toutes les plaies ne sont pas profondes et pour l'instant, son pronostic vital n'est pas engagé. L'homme s'en sort plutôt bien vu le danger que représentent ces drones tueurs sur le champ de bataille. Il cible aussi désormais des civils. Le président ukrainien dénonce un safari sur son compte X, un crime de guerre barbare et une stratégie russe délibérée, selon le chef de la diplomatie ukrainienne. Mais les Russes font également état d'attaques de civils aux drones, notamment dans la région frontalière de Belgorod, et ce week-end en Crimée annexée sur une plage, officiellement plusieurs morts dont des enfants. Kiev, comme Moscou, démente viser des civils dans cette guerre de plus de 4 ans. Des bombardements quasi quotidiens cette nuit encore, les explosions ont retenti en plein cœur de la capitale ukrainienne, une attaque meurtrière aux missiles balistiques. Aucun n'a pu être abattu selon l'armée de l'air. Kiev fait pression pour obtenir des intercepteurs qui auraient pu sauver des vies, selon le président Zelensky. Nous irons à Washington. Plus de 65 000 personnes sont toujours évacuées dans le comté de Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Les autorités ont même arrêté un suspect de 37 ans qui aurait volontairement déclenché un des incendies les plus dévastateurs
Récit Radio-Canada dans ce grand journal. Un homme de 37 ans a été arrêté et placé en détention. Aaron Farinacci, qui a déjà purgé une peine pour homicide involontaire, est maintenant accusé d'incendie criminel au premier degré. Il serait responsable d'un des 3 incendies qui encerclent toujours la deuxième plus grande ville de l'État de Washington. C'est bouleversant de penser qu'une grande partie des ravages ont été causés par un seul individu de manière intentionnelle, constate le gouverneur de l'État. Et les ravages sont bien visibles. Des maisons réduites en cendres après le passage des flammes. Des paysages désolants, comme si on était dans une zone de guerre. Camille Felig fait partie des sinistrés de Spokane. Depuis sa maison, elle a vu le feu passer par-dessus la rivière et lorsque le courant a été coupé, le départ s'est précipité. J'ai seulement saisi mon album de mariage, les albums de bébés des enfants et des photos sur des clés USB, raconte-t-elle. Avant de partir, Camille a pris des images de ce qu'était la demeure familiale en espérant que ce n'était pas la dernière fois qu'elle la verrait. J'ai vraiment pensé que la maison serait encore ici, explique-t-elle. Selon les autorités de l'État de Washington, la situation est encore très dangereuse. Les flammes se propagent des zones boisées vers des quartiers résidentiels et commerciaux plus denses. Nous n'avons jamais eu quelque chose d'aussi sérieux. C'est le pire désastre naturel de notre histoire, a confessé hier la mairesse de la ville. La patience est toujours son mot d'ordre pour plus de 60 000 résidents évacués. Ici Carla Oliveira, Radio-Canada, Montréal. Direction le Burkina Faso, l'armée annonce une intensification de ses opérations contre les groupes armés. Récit Vox Africa dans ce grand journal. Pendant 3 jours, le général Moussa Diallo est allé à la rencontre des forces engagées sur la ligne du front à Kaya, un carrefour stratégique du centre-nord burkinabé. L'objectif principal de cette mission était de transmettre aux troupes les félicitations et les encouragements du chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré. Cette visite s'inscrit dans un contexte sécuritaire sous haute tension où les forces armées burkinabées et leurs auxiliaires, les volontaires pour la défense de la patrie, font face à des attaques répétées de groupes armés terroristes. Sur place, le chef d'état-major a échangé avec le commandement local et des soldats déployés. Au-delà des félicitations pour les récents engagements sur le terrain, le général Diallo a insisté sur la nécessité de maintenir la vigilance et d'accroître la pression sur les groupes armés. L'état-major annonce ainsi une phase d'intensification des opérations visant à sécuriser les axes routiers majeurs et à favoriser le retour des populations déplacées dans leur localité d'origine. Cette tournée d'inspection intervient alors que les autorités de transition poursuivent le rééquipement et la réorganisation des forces de défense et de sécurité. Avec cette annonce d'une accélération des opérations, le commandement militaire cherche à consolider ses positions et à reconquérir l'ensemble du territoire national. Nous irons en Haïti. Dans ce grand journal, le Conseil électoral provisoire CEP a annoncé que 17 regroupements politiques ont été officiellement enregistrés pour participer aux prochaines élections en Haïti. Cette information figure dans une note publiée par l'institution électorale le 31 juillet 2026. Malgré la sécurité, le Conseil électoral continue de parler des élections prévues pour le mois de décembre. Reportage dans ce grand journal. Au total, 17 groupements politiques enregistrés dans le Conseil électoral provisoire pour aller participer dans la prochaine élection. Selon une note, institution électorale publiée dans la date 31 juillet 2026. Processus enregistrement groupement politique qui était commencé dans la date 13 juillet 2026 rivé rassembler 227 partis politiques sous 316 qui ont approbation légale pour participer dans la prochaine élection. Prochaine étape là, c'est analyse dossier qui était soumis pour publier liste groupement politique agréé.
Pour regroupement politique, enregistrement prévoit fête sorti lundi 10 pour arriver vendredi 14 août 2026 là, selon calendrier électoral. Tout processus enregistrement, groupement, parti politique est déroulé dans présence d'un juge de paix dans la commune Pétionville. Nous resterons toujours en Haïti. Le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, maître Bernard Sainville, a présenté le bilan des assises criminelles avec assistance de jurys organisés. Et en Haïti, écoutons maître Bernard Sainville au micro de la presse dans ce grand journal. Nous avons fixé 7 dossiers pour assises là. Le premier jour là, nous avons gagné 2. Deuxième jour là, nous avons gagné 2. Après, nous avons fait mercredi 1, jeudi 1. Mais malheureusement, ça qui a pourtant de vendredi, un problème qui était venu poser, il n'est pas arrivé. Bon, nous avons parlé avec le président CSPJ, nous avons parlé avec quelques autorités au niveau CSPJ. Nous avons regardé 6 dossiers, nous avons mis en état à temps. Comme là, la loi dit, article 182 du Code d'instruction criminelle, là, il faut que tu aies au moins 2 sessions criminelles avec assistance du jury. Comme c'est des problèmes d'espace qu'on fait défaut, comme nous avons un espace pour faire assise criminelle, nous avons gardé si tout dossier arrive mettre en état, on va en décembre prochain, si nous avons l'autre session criminelle avec assistance du jury. Malheureusement, il y a quelques significations d'actes de procédure qui ne sont pas faites à temps. 7e dossier, nous pas arrivé à passer le jour, nous avons projeté le vendredi. Mais comme nous avons fait tout acte de procédure qui était arrêté, nous avons dossier sa priorité et nous pensons dans la prochaine session criminelle, c'est le premier cas, nous allons le mettre son dossier de monde là-dedans pour nous juger. La loi dit l'année judiciaire la ferme dernier, vendredi, mois de juillet. Mais je ne sais pas si on est passé en bas dans la salle d'audience. Nous avons continué à faire audience. Même la loi dit ça, mais elle quitte une fenêtre ouverte pour juger les gens qui sont en prison pour passer quelques autres affaires. Il y a gagné une audience criminelle sans assistance du jury qui a fait en bas. Et nous entendons moi-même, commissaire gouvernement avec magistrat, nous connaissons, c'est vrai, c'est vacances judiciaires, il y a quelques juges qui parlent en vacances, mais pendant les vacances en tout, la loi permet de faire un roulement de vacances en fonction des agendas mondiaux pour nous voir comment on peut évacuer quelqu'un. Nous souhaitons que mondiaux aident nous. Monde qui y a brûlé comme témoin, monde y a brûlé comme expert. Si aurait les faut que viennent aider la justice faire travailler, son service public il faut toujours à fonctionner. Bon côté pas nous, on a fait effort pour nous juger tout le monde qui mérite juger. Nous avons un accent particulier nous mettre sous mesdames avec mineurs, monde ça yo, nous avons priorité pour nous juger pour au moins ça que mérite la guerre à la guerre pour nous libérer et ça que mérite pour fixer sous sol. Au moins, à connaître pour combien de temps là. Nous t'ai fixé. Le grand journal arrive pratiquement à sa fin avant de partir mercredi 5 août 2026. Température à Boston, le temps est principalement nuageux et partiellement ensoleillé avec une température maximale de 87 degrés environ, et cet après-midi, une température minimale de 69 degrés Fahrenheit. Matin, temps couvert, nuageux, température autour de 69 degrés Fahrenheit à 76 degrés Fahrenheit. Vent léger de l'ouest à 4 à 6 km par heure. L'après-midi, éclaircie et passage nuageux, maximum chaud, atteignant 87 degrés Fahrenheit. Ressenti plus élevé, vent du sud-ouest soufflant à 8 à 13 km par heure, risque de pluie faible, inférieur à 10% pour ce aujourd'hui de la nuit. Ciel se dégage progressivement avec quelques nuages épars, température redescend vers 81 degrés Fahrenheit, puis qu'à 77 degrés Fahrenheit en fin de soirée pour atteindre un minimum nocturne de 69 degrés Fahrenheit. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas, depuis la suite de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde. Swag Radio, on air, avec du style. Passez la commande à Alexa pour écouter Swag Radio, Alexa. Open Swag Radio. Écoutez Swag Radio sur swagradio.net. Et pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News, info sans cassure, info sans bavure, info à la vitesse de la lumière. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. P-News, votre référence en matière d'infos. Ce soir, le grand talk sur TikTok, à partir de 10h, toutes les infos sur le TPS et tout ce qui bouge dans le monde.
Information à la seconde à travers l'émission Le Grand Talk sur TikTok. Erlich Dorelas, Ruth, c'est lui, c'est pour ce soir. Sur TV de Zoom tous les dimanches, entre 3h, à partir de 3h, sur la chaîne 882 Comcast, Boston 1045 North Shore. Erlich Dorelas, Dr. Roland Joseph, professeur Bonnie Saint-Élo. Joyeux mercredi, n'oubliez pas de garder le sourire, car ça rajeunit le visage. Au revoir, à demain.